Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, débrief donc de la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine, une grosse étape encore aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer tout de suite par inviter, accueillir la personne qui est avec moi aujourd'hui. C'est Matteo Rondeau, journaliste en herbe. Salut Matteo. Salut Guillaume. Bon, tu t'es régalé devant cette étape, je pense, comme moi. Ouais, c'était vraiment palpitant du début à la fin, avec énormément de choses à la fois sportives et aussi un petit peu autour du vélo, que malheureusement première étape vraiment avec de la dramaturgie un petit peu, mais voilà, ça a également énormément travaillé pour le classement général, donc il y a énormément de choses à dire. Ouais, et au final, ce sont donc les favoris qui se sont expliqués sur les routes de Morzine. On en parlera parce que il y a beaucoup de choses à dire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer non pas par un podium, mais j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est top 5, c'est le top 5 de l'étape parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mathéo, c'est à toi ton petit top 5 de l'étape. Je pense qu'on peut difficilement commencer autrement que par le duel, la nouvelle étape du duel Vingegaard-Pogacar. Là aussi, il y aura énormément de choses à dire parce que il y a eu plusieurs étapes dans le duel. La Jumbo qui a beaucoup roulé. Derrière, Pogacar qui a semblé prendre le pas. Finalement, Vingegaard est revenu. Les bonifications. Et finalement, tout ça pour 1 seconde d'écart entre les deux. C'est le Danois qui a récupéré 1 seconde. Donc, c'est vraiment la guerre pour l'instant des broutilles, mais peut-être que ça comptera à l'arrivée à Paris. Parler aussi de Rodriguez, vainqueur de l'étape, Carlos Rodriguez, qui a profité un peu aussi de ce duel pour se faire la malle, mais qui avant ça était le meilleur des autres dans cette étape et qui surtout monte sur le podium du coup ce soir. Comme je le disais aussi, j'avais noté ça en 3e point, vraie étape avec de la dramaturgie, c'est peut-être la première du Tour, avec des abandons, avec la grosse chute massive du début d'étape qui a nécessité la neutralisation, les abandons, Romain Bardet, etc. Et puis, si je devais sortir d'autres points, Félix Gall, qui a été assez épatant sur l'étape, notamment dans Jouplan, parce qu'il est un des derniers à craquer et il rentre dans le top 10 au général. Et puis, le dernier point, bonne question. Peut-être Tom Pidcock, parce qu'on s'interrogeait un petit peu sur sa capacité à exister tout au long des 3 semaines. On l'a vu sur le Puy-de-Dôme, sur le Grand Colombier, ça marchait bien parce que c'était des ascensions sèches. Et là, aujourd'hui, avec la succession des cols, la répétition des efforts, et puis le gros rythme imprimé par Jumbo, peut-être que ça a payé un petit peu cash pour Pidcock qui a rétrogradé au classement, mais qui va avoir un peu plus de liberté. Et l'équipe Ineos c'est plutôt en forme en ce moment parce qu'ils viennent d'enchaîner une 2e victoire en 2 jours. Pourquoi pas le voir sortir en échappée demain, par exemple. Exactement, ça fait les 5 points. On va se rejoindre un petit peu sur ces 5 points. Allez, moi je vais faire en ordre chronologique sur ce top 5. Après on fera de manière un peu plus thématique pour le reste. Commencer par les chutes, grosse chute au début d'étape qui a marqué le peloton pour le reste de la course. D'autres chutes aussi plus tard dans l'étape avec des abandons, pas mal d'abandons aujourd'hui. C'est vraiment l'étape où il y a le plus d'abandon depuis le départ du Tour. Mon 2e point, c'est la tactique UAE Jumbo, la bagarre entre les deux équipes. Les Jumbo qui ont roulé toute la journée pour, au final, voir plutôt Pogacar attaquer. Et lorsque il restait plus beaucoup de coureurs, c'était plutôt les UAE qui étaient en surnombre avec Adam Yates et Pogacar face à Jonas Vingegaard. Mais on verra qu'au final, tu l'as dit, Vingegaard a repris 1 seconde à Pogacar. Pourquoi aussi 1 seule seconde? Je voudrais qu'on revienne sur cet épisode des motos dans le sprint final au sommet de Jouplan. Va falloir qu'on y revienne sur ce point réalisation. Encore une fois, ça sera encore organisation, réalisation de la course. C'est un point dont on a beaucoup parlé de la réalisation du Tour de France depuis le départ
de Bilbao, et on y reviendra. Faut qu'on parle du vainqueur, forcément, Carlos Rodriguez, l'Espagnol, la jeune pépite espagnole de chez Ineos, qui avait fait top 10 à la Vuelta l'année dernière, et qui là vient remporter sa première victoire d'étape sur un grand tour, sur ce Tour de France avec les Ineos, et qui a profité aussi de cet épisode des motos pour gagner, et on en parlera, on fera le lien, et puis à la fin on parlera un petit peu de la course des autres, c'est-à-dire avec un podium qui est changé, puisque Rodriguez monte sur la 3e marche du podium, un top 10 qui est changé aussi avec Pidcock qui sort du top 10, David Gaudu qui conserve sa place dans le top 10 mais avec Félix Gall qui remonte, et une hiérarchie des outsiders qui a été un petit peu bousculée, on va dire, à la sortie du top 5. On en parlera tout à l'heure. Le premier point, Matteo, allez, est-ce qu'on va parler tout de suite de la bagarre Pogačar-Vingegaard? C'est quand même le point qui nous tient en haleine depuis le départ du Tour de France. Aujourd'hui, donc, Jonas Vingegaard a repris 1 seconde à Tadej Pogačar. Pourquoi? Puisqu'au sommet de Jouplan, c'est le Danois qui est passé en tête, qui a repris 8 secondes. Pogačar a pris 5 secondes. Rodriguez est passé en 3e position et a donc pris 2 secondes. Et à l'arrivée, donc, à Morzine, Pogačar a pris la 2e place. Donc, en prenant 6 secondes de bonif, 4 secondes pour la 3e place de Vingegaard. Vous faites l'addition de tout ça, en clair, il y avait 9 secondes au départ de l'étape pour le Danois, en avantage. Il y a 10 secondes à l'arrivée à Morzine. Bon, voilà, ils se sont tenus encore une fois, mais il y a cet épisode des motos dans le sprint final de Jouplan qui a bousculé un petit peu le tout, et c'est un peu le scandale de la journée, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai que à ce moment-là, au moment où Pogačar attaque et donc est ralenti par les 2 motos qui sont côte à côte, c'est une moto de France Télévisions avec donc à gauche la caméra qui est devant la course, qui à ce moment-là n'est pas à l'écran d'ailleurs, puisque ça filme de l'hélicoptère, je crois. Oui. Et la moto à droite, c'est la moto photographe de l'équipe. Oui, exactement. Et donc c'est a priori celle-ci qui gêne parce que Pogačar attaque sur le côté droit de la route, mais toujours est-il que les deux sont de front, et elles sont surtout, elles bloquent la route, que ce soit à gauche ou à droite. Et à ce moment-là, c'est Pogačar qui a l'avantage sur Vingegaard en effet, parce que on est à 300-400 mètres du sommet et il est dans la roue de Vingegaard, donc c'est lui qui est un petit peu en position de force, qui peut le surprendre, et on sait que ses démarrages à Pogačar font souvent la différence. On l'a vu pas plus tard qu'hier, au Grand Colombier, où il a surpris et où il a réussi à le décrocher de sa roue, comme il l'avait fait aussi un peu plus tôt dans le Jouplan. Et là, forcément, ça le casse un peu dans sa dynamique, Pogačar, et surtout, ça l'oblige, lui, à emmener le petit sprint pour les bonifications, à se faire surprendre par Vingegaard, même si ça me paraît un peu bizarre la manière dont il s'est fait surprendre, Pogačar, parce qu'on était arrivé à peine à 100 mètres du sommet, et à ce moment-là, Vingegaard, logiquement, lance le sprint, il y a quand même les bonifications à prendre, et Pogačar a l'air surpris, alors que on était à 100 mètres et que forcément, à un moment, ça allait sortir. Donc, à la fois, il y a cette petite histoire des motos, mais il y a aussi Pogačar qui a peut-être perdu justement en lucidité après cette histoire des motos, et qui se fait un petit peu avoir sur ce sprint des bonifications, parce que je suis pas sûr que Vingegaard était vraiment le plus véloce sur un sprint au sommet de Jouplan. Ouais, alors après, tu as quand même toujours dans les sprints cet avantage de celui qui est derrière, qui est dans la roue et qui surprend l'autre au moment de lancer le sprint. Et c'est comme ça que Vingegaard remporte ce sprint au sommet de Jouplan. Mais Tadej Pogačar, on l'a vu assez souvent, on l'a vu hier à l'arrivée au Grand Colombier, on l'a vu à l'arrivée aujourd'hui, donc plus tard à Morzine en bas de Jouplan. Tout simplement, Pogačar a le meilleur jump. Et quand on parle des secondes bonus, il y avait 8 secondes pour le premier, 5 secondes pour le deuxième. C'est-à-dire que, on va dire, entre celui qui passe premier et deuxième, si vous inversez les positions, en clair, il y a 6 secondes d'écart. Et ce soir, Pogačar n'est pas à 10 secondes, mais à 4 secondes de Vingegaard. Et au classement général, c'est un énorme différentiel quand on sait, alors il y aura le contre-la-montre mardi, mais quand on sait que ça peut se jouer à moins de 30 secondes à l'arrivée à Paris, perdre 6 secondes comme ça dans une... Alors encore, je te dis 30 secondes, ça peut se jouer encore l'écart historique à l'arrivée du Tour entre Fignon et Les Mondes, il peut être battu sur ce Tour de France-là. Mais quand tu vois que Pogačar il perd 6 secondes dans cette bataille, c'est vraiment... La différence, elle est là, et le scandale, il est là aujourd'hui, franchement. Mais en fait, c'est ça, c'est sur ce Tour de France,
Pogacar, normalement, tous les points bonus, ils sont pour lui parce qu'on a vite compris que sur un sprint au sommet, il doit prendre les secondes de bonification à Vingegaard. Et Vingegaard le sait. Et Vingegaard le sait aussi. Et donc là, c'est une aubaine pour Vingegaard, cette affaire des motos qui inverse les positions dans le sprint, qui donne donc à Vingegaard ce petit avantage au moment de lancer le sprint. Et finalement, ça se joue à 1 seconde. Donc, est-ce que ça aura une importance? C'est possible, hein. En fait, aujourd'hui, la différence, elle est peut-être plus mentale qu'autre chose parce que ça se joue à 1 petite seconde. Jusqu'à 5 mètres avant le sommet, donc quand Vingegaard n'a pas encore franchi le sommet et pris ces petites secondes d'avance sur Pogacar, c'est Pogacar qui fait la bonne opération parce que Jumbo a fait rouler toute la journée, Vingegaard n'a pas réussi à lui prendre de temps et on se dit qu'il va prendre les secondes au sommet de Jouplan, Pogacar. Donc à ce moment-là, c'est tout bénef pour Pogacar. Et finalement, avec cette petite affaire des motos, certes Jumbo a roulé, Jumbo s'est un petit peu brûler les ailes à des moments parce que on a cru que Pogacar allait s'envoler dans Jouplan, finalement Vingegaard est revenu et surtout Vingegaard s'en sort avec 1 seconde de reprise au Slovène dans cette étape. On va pas dire que je pense pas que c'était l'objectif de Jumbo de rouler pour récupérer 1 seconde à Pogacar parce que sinon ils vont devoir rouler tous les jours et ils récupéreront une petite dizaine de secondes jusqu'aux Champs-Élysées. Ce qui est dommage, c'est que cet épisode des motos, il vient gâcher cette ascension de Jouplan qui était magnifique dans cette bataille entre Pogacar et Vingegaard, parce que pour revenir sur la bataille en elle-même, donc il y a une bagarre dans la descente derrière entre les deux, où d'ailleurs Vingegaard nous a fait assez peur à coller la roue arrière de Pogacar dans la descente, vraiment sur toutes les trajectoires, alors qu'on sentait qu'à un moment donné il pouvait prendre le devant. Mais pour revenir sur l'ascension, c'est Pogacar qui allume la mèche après le travail des équipiers. Pogacar allume la mèche, et derrière en fait on a vu ce qu'on avait vu les derniers jours, c'est-à-dire que Pogacar attaque sur le jump, il décramponne Vingegaard à la longue. Mais Vingegaard, là, on n'est pas sur un sprint, on est à 3-4 km du sommet de Jouplan, et donc il reste encore pas mal d'ascension, et là on a vu ce que Vingegaard était capable de faire au train pour revenir et pour contrer le punch de Pogacar, et on sent que Vingegaard a intégré dans sa tête que Pogacar a plus de punch, qu'il faut pas se mettre dans le rouge, voire dans le rouge écarlate, à suivre Pogacar sur une accélération, et qu'il vaut mieux se mettre, je vais dire au seuil plus pour revenir progressivement sur Pogacar tout en le laissant un peu à distance et en réduisant l'écart petit à petit. Et on a vu que Vingegaard est revenu sur Pogacar avant cet épisode des motos. Mais on sent vraiment, en fait, on a encore vu aujourd'hui dans Jouplan, Matteo, que les deux ils se tiennent mais dans un mouchoir de poche. Et quand on parle que le record Lemon Fignon peut être battu, tu le vois dans la bagarre. Ouais, en fait à chaque étape, on a un scénario différent. C'est ça qui est aussi assez intéressant avec ce duel, parce que ça aurait pu être répétitif avec l'année dernière, où après que Vingegaard a pris son avance au Granon, ils ont assez souvent été la roue dans l'autre, dans celle de l'autre. Là, cette année, chaque étape de montagne, il y a un scénario différent. Il y a la grosse attaque de Vingegaard sur l'étape de Marie-Blanque et de la Reims. Il y a Pogacar qui renverse le lendemain vers Cauterets et qui fait une sorte d'attaque un peu comme il a fait aujourd'hui dans Jouplan, justement, où Vingegaard pendant un moment plafonne à 20, 30, 40 mètres et où finalement Pogacar dans les derniers hectomètres de l'ascension à Cauterets fait la différence et arrive à lui prendre 20, 25 secondes. Aujourd'hui, il a pas réussi à le faire. C'était pareil au Puy de Dôme, il avait aussi un peu plafonné Pogacar sur son attaque dans les derniers hectomètres. Aujourd'hui, ça plafonne. Et aujourd'hui, surtout, il y a cette seconde seulement d'écart. Après, on va pas présumer ce qui va se passer dans le futur. Il y a encore énormément d'étapes de montagne. Oui, il y a le col de la Lose qui peut faire exploser la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'avec ce scénario-là, avec cet écart minuscule, ce référentiel historique, comme tu l'as dit, des 8 secondes de Lemon Fignon, on se prend à rêver de cette avant-dernière étape dans les Vosges qui peut être magnifique si jamais il y a un écart minime entre les deux. Ça peut être vraiment un feu d'artifice exceptionnel.
Ouais, avec l'arrivée au Markstein le samedi, la veille de l'arrivée à Paris. J'ai devant moi, sous les yeux, un peu le bilan des bonifs, de ce qui a été pris depuis le départ du Tour de France. Est-ce que tu te souviens de l'écart qu'il y avait au sommet ou en tout cas à la Reims, après l'arrivée après la victoire de Jay Hindley et donc le passage de Marie Blanc où Vingegaard avait décramponné Pogačar. Tu te souviens combien il y avait de secondes, combien Vingegaard avait repris à Pogačar? Est-ce que tu t'en souviens? Je crois que Pogačar doit avoir 47 secondes de retard sur Vingegaard, un truc comme ça. C'est ça, on était dans les 50 secondes avec les bonifs, Et aujourd'hui, donc, Pogačar est revenu à 10 secondes de Vingegaard au général. Et depuis le départ du Tour de France, Tadej Pogačar a pris 41 secondes de bonification depuis le départ de ce Tour de France. C'est celui qui en a pris le plus. Et le deuxième qui en a pris le plus, c'est Jonas Vingegaard qui en a pris 23 secondes, c'est-à-dire qu'on a un différentiel de 18 secondes de bonif pris par Pogačar sur Vingegaard, et ça aurait dû faire 6 secondes de plus avec sans l'épisode des motos, en tout cas à Jouplane. Je reviens sur la bataille Pogačar-Vingegaard. Juste à un moment donné, quand Vingegaard est revenu sur Pogačar, ils se sont retrouvés côte à côte dans l'ascension. Et ça c'est pour se souvenir un peu du Puy-de-Dôme, je crois que c'était 64, avec Anquetil, Poulidor, coude à coude dans le Puy-de-Dôme. J'ai l'impression de revivre les deux, tu vois, qui étaient côte à côte. Et c'est pour ça que ça me frustre encore plus cet épisode des motos. On va passer sur cet épisode-là, mais c'est parce que la bagarre est tellement serrée et elle était tellement belle dans Jouplane que les deux ils s'étaient retrouvés côte à côte, franchement. Et c'est frustrant. Et c'est vraiment frustrant. Mais c'est aussi parfois dans le sport des petits à côté extrasportifs qui rajoutent un peu plus, qui pimentent les histoires et la légende, et ça va faire que on s'en souviendra encore plus de cette étape de Morzine. Et puis il y a Jouplane aussi qui a encore tenu son rôle de col qui remet tout le monde à son niveau et à sa place. Et là, évidemment, ces deux-là étaient encore une fois largement au-dessus du lot. Et ça, c'est pas les cyclos de l'étape du Tour qui vont nous dire le contraire, puisque ils ont fait la cyclo dimanche dernier sous un cagnard énorme. D'ailleurs, tu parles un peu de cela. On va parler un peu de la tactique UAE contre Jumbo. C'est les Jumbo qui ont pris le lead aujourd'hui puisqu'ils ont le maillot jaune. On a vu Christophe Laporte tirer des grands bouts droits pendant une bonne partie de l'étape, avec ensuite dans les deux derniers cols, le col de la Rama et le col de Jouplane. Ensuite les autres Jumbo qui se sont succédés. Dans Jouplane, on a vu même Wout van Aert on a cru qu'il faisait un dernier effort, exploser, et puis revenir ensuite au train pour remettre une cartouche et faire exploser le groupe maillot jaune. Est-ce que tu comprends la tactique des Jumbo à rouler comme ça en mode rouleau compresseur pour au final, en fait, j'ai envie de te dire rien. C'est-à-dire que certes, Vingegaard reprend une seconde à Pogačar au général, mais la victoire d'étape, elle est pour Carlos Rodriguez, elle est pas pour les Jumbo. Encore heureux que Vingegaard ait repris une seconde en fait, parce que s'il y avait le scénario limpide, donc sans les motos, etc., donc Pogačar aurait sans doute repris du temps à Vingegaard. Et là, évidemment, là chez Jumbo, ça aurait pas tiré la même figure. Peut-être que ça le fera ce soir, parce que bon, là, on va dire c'est statu quo. Même si évidemment ils ont puisé dans leurs réserves, les Jumbo. On les avait vus perdre un peu de temps hier dans le Grand Colombier, être un petit peu moins présents autour de Vingegaard, sans doute justement pour prévoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais à ce petit jeu-là, c'est à chaque fois un coup UAE, un coup Jumbo qui s'use pour pas grand-chose à chaque fois. Et quand on regarde le scénario de l'étape d'aujourd'hui, je pense que psychologiquement, donc, on revenait sur l'épisode, Pogačar peut être un peu frustré de son final, mais je pense quand même que Vingegaard ne va pas se satisfaire de la seconde reprise par rapport à tout ce qu'a mis en place Jumbo tout au long de l'étape. Surtout que Vingegaard et Jumbo clament depuis la Reims ou depuis Cauterets, peut-être Cauterets, le premier moment où Vingegaard a perdu du temps sur Pogačar, ils clament depuis ce moment-là que c'est à partir d'aujourd'hui Morzine qu'ils vont reprendre du temps à Pogačar, des étapes qui conviennent mieux à Vingegaard, là où il va récupérer du temps sur le Slovène. Et aujourd'hui, il a récupéré une seconde, c'est pas grand-chose par rapport à ce que Vingegaard a perdu tous les jours où il était un peu plus faible que Pogačar. Et on sent que les Jumbo avaient ciblé cette étape-là. Ils étaient partis pour une
par une partie Pro Cycling Manager en fait. Ils étaient en mode on met les 8 devant et puis progressivement je vais user et épuiser un peu les gars, donc Laporte, Van Hooijdonk, après ça a été ça a été Van Baarle a roulé un petit peu dans la rama. Ouais, Van Baarle, ça a été Benoît, ça a été Van Aert, et puis petit à petit, en fait, après il en est resté 2-3. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la bataille des lieutenants, peu Adam Yates contre Sepkus. Aujourd'hui, on sent plutôt que Adam Yates est un cran au-dessus que Sepkus. Et j'ai l'impression que le Giro de Sepkus va lui rester dans les jambes un peu pour cette fin de deuxième semaine, début de troisième semaine où on va avoir besoin de lui. Parce que quand il en est resté 3, c'est Adam Yates qui était avec Pogacar et Vingegaard qui était seul. Ce col de Jouplan, c'était la guerre froide vraiment entre les deux équipes. C'était un coup on montre qu'on a l'arme massive Van Aert, il s'écarte, derrière on montre qu'on a Adam Yates du côté du AE. Ensuite, c'est Kuss qui reprend le relais, Adam Yates qui en remet une. C'était assez fou là-dessus. C'était vraiment du bluff entre les deux équipes à qui avait le meilleur lieutenant. Et à ce petit jeu-là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est Adam Yates qui a un peu plus marqué des points que Sepp Kuss. On le sait grossièrement chez les deux, ils ont quand même des caractéristiques assez similaires dans leur rôle de lieutenant. C'est que c'est des lieutenants qui vont pas faire 3 semaines linéaires, mais qui vont être capables pendant 1 ou 2, voire 3 étapes d'être quasiment au niveau de Vingegaard ou Pogacar, ou au moins d'être vraiment dans le deuxième groupe à se battre avec les meilleurs. Ils auraient pu, Yates s'est battu avec Rodriguez aujourd'hui, ça aurait pu être Kuss parce que Kuss l'a déjà fait, il l'aurait fait par exemple sur l'étape de Cauterets. Mais aujourd'hui, donc Yates, comme tu l'as dit, a marqué plus de points que Sepp Kuss. Après, j'irai pas jusqu'à dire que Kuss va dégringoler ou en tout cas être moins fort que Yates jusqu'à la fin du tour. Je me souviens notamment justement de l'étape du col de la Lose d'il y a 3 ans où Sepp Kuss avait été un des meilleurs coureurs de l'étape alors qu'il était là aussi lieutenant. La petite différence qu'il y a quand même, c'est que Sepp Kuss jusqu'à maintenant, quand il était lieutenant chez Jumbo, il jouait jamais vraiment le général. Et là, il est maintenant 6e du général à 8 minutes 15. Exactement. On parlera des classements tout à l'heure, mais oui, Sepp Kuss qui fait un grand bond au classement, qui gagne 4 places et qui grimpe donc de la 10e à la 6e place du général. Et je terminerai par dire que pour avoir été sur la première semaine du Tour, dès le début, dès l'entrée des Pyrénées, on va dire des vrais Pyrénées entre guillemets, le matin de l'étape de Pau, c'est ça, Pau-la-Reims, c'est la première étape. Dès le départ de Pau, en fait, tu sentais cette guerre psychologique, même dans les mots à dire de la part de UAE. Non, les favoris c'est les Jumbo. Voilà, les favoris c'est les Jumbo et les Jumbo dire non mais on n'est pas encore dans les étapes où c'est pour Vingegaard quoi. Et on le sentait directement. Et les deux équipes se renvoient la balle. Et ça va être ça jusqu'à la fin. Donc maintenant les masques commencent vraiment à tomber. On rentre dans les étapes décisives et ils pourront plus se cacher. Il y a tellement peu d'écart qu'ils vont encore plus avoir de mal à se cacher. On va passer au vainqueur du jour quand même, Matteo, parce que Carlos Rodriguez, en fait, lui aussi, on reparle de cet épisode des motos, mais sans cet épisode des motos, est-ce que l'Espagnol Carlos Rodriguez rentre sur Vingegaard et Pogacar? D'ailleurs, à un moment donné, quand ils rentrent, parce que c'est après le sommet de Jouplan, il y a une descente et une remontée, et c'est dans cette remontée que Carlos Rodriguez, alors il rentre avec qui? Il rentre avec Adam Yates. Avec Adam Yates, exactement. Et ils sont gênés par les motos. Et je crois qu'ils sont gênés par les mêmes motos qui avaient gêné auparavant, d'ailleurs, Vingegaard et Pogacar. Ouais, je pense que c'est ça, parce que ça doit être la moto avec la caméra qui était devant et qui est derrière. Et là, ça devait être l'autre caméra de France Télé qui filmait du coup l'arrière du groupe maillot jaune, enfin du duo en fait, parce qu'il devait y en avoir une devant et une derrière. Cette fois-ci, c'était celle de derrière qui a bloqué en effet le retour. Parce qu'on les voit vraiment revenir et on les voit même pousser, Carlos Rodriguez pousser les motos. Ils ont joué un vrai rôle. Il y a un moment où il s'est bloqué, Carlos Rodriguez, et la moto de France Télé ne sait pas si elle doit aller à gauche, à droite. Un coup, elle va à droite et Rodriguez la suit, et ça, pendant 10-15 secondes, ça les a empêchés un peu de se rapprocher. Vas-y.
Et donc, pour revenir à ta question sur est-ce que Rodriguez serait revenu s'il n'y avait pas eu ce ralentissement des motos dans la fin de l'ascension de Jouplan, je pense que ça dépendait clairement de si Vingegaard lâchait la route Pogacar ou pas, en fait. Parce que si Pogacar prenait les bonifs au sommet, mais que Vingegaard était toujours dans sa roue, je pense pas qu'il aurait fait l'effort jusqu'au bout. Rodriguez était déjà bien revenu au moment où le Pogacar lance son sprint qui ne réussit pas très rapidement, quoi. Au bout de 3 secondes, il est obligé de se rasseoir sur la selle, mais à ce moment-là, je crois que Rodriguez est déjà revenu à 15-20 secondes parce qu'ils se sont regardés sur les 2 derniers kilomètres de l'ascension une fois que Vingegaard est rentré. Et donc, je pense que Pogacar, son objectif à ce moment-là, c'est avant tout de prendre les bonifications, peut-être de surprendre une deuxième fois Vingegaard en faisant tendre l'élastique comme il l'a fait depuis quelques jours. Mais si Vingegaard était resté dans sa roue, il se serait regardé, je pense, à nouveau. Pogacar se serait contenté des bonifications et peut-être là aussi, ça serait revenu de l'arrière Rodriguez. En tout cas, il y a toujours cru. C'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est que à un moment, il était à, je pense, plus d'1 minute quand Pogacar et Vingegaard étaient à fond, à 3-4 kilomètres du sommet. Et une fois que ça s'est retrouvé au niveau des 2 favoris, tout le monde a récupéré du temps et Rodriguez plus que les autres. Et surtout, après, il a rebondi sur Adam Yates, donc ça l'a bien servi aussi d'être à 2 pour revenir. Ouais, on était sur du 45 secondes, 1 minute au niveau des écarts. Alors, sans faire de cyclisme fiction, peut-être aussi que le sprint qui aurait été lancé par Vingegaard et Pogacar, je dis pas aurait été poursuivi, mais il y aurait pas eu ce temps de latence. En fait, il y aurait pas eu ces secondes de latence avant le deuxième sprint pour les bonus, pour les bonifs. Il y aurait pas eu ce temps de latence et ça aurait augmenté encore l'écart entre les deux. Et Carlos Rodriguez, il rentre sur la fin du replat de la petite remontée. Il rentre sur la fin de la petite remontée. Il les prend à l'injection, à l'aspiration quand il arrive de derrière, Carlos Rodriguez. Et c'est sur les premiers lacets de Jouplan qui fait la diff. Et c'est ce qui lui donne, à l'arrivée, je crois que ça fait 5 secondes d'écart à l'arrivée. Donc, tu sens que Carlos Rodriguez, il s'en est fallu de peu. Après, c'est tout à son honneur de n'avoir jamais lâché. Il était en train de reprendre beaucoup de temps à Jay Hindley pour grimper sur le podium aussi. Il y a aussi ça à dire. Oui, c'était sa première motivation. Ouais. Exactement. Donc Carlos Rodriguez, c'est une vraie belle victoire. Il nous a fait une descente de dingue parce que Pogacar et Vingegaard, ils nous ont fait une descente assez terrible aussi. Donc c'est-à-dire que Rodriguez a réussi à faire une plus grosse descente que eux. Et puis après, dans le final, il était tout seul dans les rues de Morzine. Il n'y avait pas à calculer. C'était directement la victoire. D'ailleurs, c'est la 2e victoire en 24 heures pour les Ineos après la victoire de Kwiatkowski hier au Grand Colombier. Et pour une équipe qui est un petit peu, on va dire, sur le déclin, ou on va dire en retrait aujourd'hui face au Jumbo et UAE, c'est une pépite espagnole qui est protégée par les Ineos. L'année dernière, il avait été mis sur la Vuelta. Il a longtemps joué le podium avant de craquer à cause d'une chute, avant d'être handicapé par une chute, et c'est Juan Ayuso qui en a profité pour, il me semble, aller grimper sur le podium de la Vuelta. Tu me dis si je me trompe, Matteo. Juan Ayuso, 3e de la Vuelta l'année dernière. Il me semble, oui, c'est ça. Oui. Je crois que Rodriguez tombe sur l'étape de la Sierra Nevada en fin de 2e semaine. Et en effet, après, il dégringole, il passe de 3 à 4e place à la 7e place. Mais, et c'est Juan Ayuso, c'est ça. Derrière, Evenepoel, ouais, et Enric Mas. Voilà. Ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Mais, en tout cas, cette victoire de Carlos Rodriguez, mais, on va dire qu'il peut remercier à 20%, 25% les motos, et puis remercier à 3/4, 75% lui-même et son abnégation et sa force aussi, parce que Carlos Rodriguez, il a été très régulier depuis le départ de ce Tour de France. Il a toujours été placé, et aujourd'hui il continue d'être placé en grimpant sur la 3e marche du podium. On va descendre un petit peu dans la hiérarchie, on fera le point complet et exact sur les classements un peu plus tard dans ce podcast, mais parler un peu des autres, de la course des autres, parce que derrière, par exemple, un Félix Gall a fait une superbe étape, que Simon Yates a un petit peu craqué, que Sepkus remonte au classement, que David Gaudu, moi j'ai cru à un moment donné que David Gaudu, il allait vraiment les accrocher dans Jouplan. Il a fait une ascension du col de la Rama après un début d'étape compliqué. Il a fait une très belle ascension du col de la Rama et il était là. Et même dans la descente, quand il y a une cassure à un moment donné dans la descente avant la plaine, il était là, il était au contact des meilleurs, David Gaudu. Ouais, et c'est ça justement qui permet de nous rendre compte de la folie qu'a été cette étape au niveau du rythme.
Donc Jumbo a roulé toute la journée. Il n'y avait pas énormément d'écart, comme tu l'as dit, jusqu'au pied de Jouplan, parce que Gaudu était là, Félix Gall était là. Il y avait juste Tom Pidcock parmi les prétendants du top 10 qui était lâché. Et finalement, sur l'ascension de Jouplan, tout a explosé et Gaudu termine à 6 minutes de Rodriguez. 11e de l'étape avec Guillaume Martin 10e, les deux à 6 minutes 5,57 exactement. Le 10e et le 11e terminent à 6 minutes. Donc en fait, c'était tout s'est joué sur cette ascension de Jouplan et c'est là qu'on a vu la différence de capacité à résister à cette intensité qu'a mis Jumbo pendant toute l'étape. Et David Gaudu, en fait, finalement, ça s'est joué sur cette ascension sèche de Jouplan. Est-ce que ça lui a pas favorisé parce qu'il y avait la chaleur potentiellement? Est-ce que finalement il était déjà un petit peu à la rupture au moment dès le pied finalement de Jouplan? Mais il a craqué assez rapidement et on a vite vu quand Kuss et Adam Yates ont pris les relais en tête de groupe que ça allait payer très cher pour tous les coureurs. Et c'est pas le seul David Gaudu à prendre cher dans cette étape, hein, parce que Simon Yates prend plus de 3 minutes. Pidcock lui a pris encore plus, mais 8 minutes 40, Pidcock 12e derrière Gaudu en fait. Il y a 3 minutes d'écart pratiquement entre Gaudu et Pidcock sur l'étape. C'est ça. Ce qui peut être décevant pour Gaudu, c'est de terminer avec Guillaume Martin, ou alors c'est rassurant pour Guillaume Martin. Je sais pas dans quel sens il faut se placer. Les deux sont à leur place. C'est ça, je pense que Gaudu est à son niveau de ce Tour de France. Il peut pas faire beaucoup plus. Ça a été de toute manière assez impossible d'anticiper vu le rythme qu'avait donné Jumbo tout au long de l'étape, parce qu'on aurait pu voir aussi potentiellement des coureurs, des Pidcock, des Gaudu, des Félix Gall prendre un coup d'avance en allant dans une échappée ou dans un deuxième coup une fois que l'échappée du matin a été reprise parce qu'elle a fait long feu. Et finalement c'était impossible parce que le rythme a été fou durant toute la journée et ça s'est payé cher, mais XXL vraiment en termes de tarifs pendant Jouplan. Complètement. Et d'ailleurs, les Jumbo, c'est un peu leur tactique, hein. C'est-à-dire que, bon, certes, ils ont laissé les échappées, en tout cas, les coureurs tenter de prendre l'échappée, notamment Thibaut Pinot qui était devant, Gio Ciccone aussi, qui voulait faire les points de la montagne. Mais les Jumbo, ils ont été sur un rythme régulier, très élevé, mais régulier, avec le but, vraiment un but clair, c'était user tout le monde, vraiment. C'était vraiment le but annoncé, et c'est pour ça qu'on parlait de la tactique des Jumbo tout à l'heure, avec cette élimination en mode partie PCM. Pour comparer un petit peu, Valentin Madouas, 22e de l'étape, il termine à 16 minutes de Carlos Rodriguez. Le 22e termine à 16 minutes. Thibaut Pinot, 20e de l'étape, avec Mikel Landa, 21e. Les deux terminent à 13 minutes 47. Wout van Aert, 17e de l'étape, il termine à 13 minutes de Carlos Rodriguez, alors que Wout van Aert, il était avec Rodriguez dans Jouplan. Les écarts sont énormes. Et il y a un coureur qui nous a bluffé quand même. C'est Félix Gall, 7e de l'étape. Il termine avec Jay Hindley à 1,46. Jay Hindley est 6e. Félix Gall, énorme remontée au classement général. Les AG2R, ils ont vraiment rebondi après les mésaventures de Ben O'Connor. Et au final, c'est Félix Gall qui est le leader. Et on l'avait vu très en forme sur le Tour de Suisse. Il confirme là sur le Tour de France. Oui, il a un Tour de France assez particulier, Félix Gall, parce que il avait été en difficulté dès le premier week-end, si je me trompe pas. Il perd beaucoup de temps dès le premier week-end et du coup, on se dit c'est pour Ben O'Connor qui lui aussi avait perdu un petit peu de temps. Et qui était annoncé, tout simplement, comme le leader. Et Félix Gall, ça lui a permis justement d'aller dans l'échappée de la Reims avec où il fait 3e. Où il récupère du temps, où il se replace un petit peu pour le général. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à le voir s'accrocher aux favoris. Dans le Puy-de-Dôme, si je me trompe pas, il est pas trop mal. Et puis là, sur cette semaine, il a l'air de bien encaisser les efforts. C'est aussi une découverte un peu pour lui, sur 3 semaines, sur un tour comme le Tour de France. Mais ça a l'air d'aller de mieux en mieux. Donc si ça va de mieux en mieux jusqu'à la 3e semaine, il y a peut-être encore mieux à aller chercher. Est-ce que là, il a plus de 12 minutes au général, il y a un petit gap entre lui, 9e, et Bilbao qui est au-dessus de lui, 8e. Est-ce que ça va lui permettre d'aller dans des échappées quand même? Ou est-ce qu'il va d'abord se concentrer sur préserver son top 10? En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que pour lui, c'est une vraie révélation. Sur 3 semaines, il peut peut-être viser quelque chose. Et puis surtout, c'est une très belle manière de rebondir pour AG2R parce que c'est vrai que c'était un début assez cauchemardesque avec les galères de Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy qui y arrivait pas trop non plus. Ouais. Donc c'est bien pour AG2R.
ça, c'est mieux de parler d'eux de cette manière-là que quand on les a vus défendre la 16e place, l'ancienne 16e place de Félix Gall, en cours de semaine, là, pendant les étapes, je crois que c'était... Ouais, mais au final, ça leur donne raison. Mais Avec voilà, Félix Gall qui rentre dans le top 10 et qui est 9e aujourd'hui. On fera le point, ce soir, en tout cas, Félix Gall. On fera le point sur les classements de manière plus détaillée tout à l'heure. D'ailleurs, pour dire que du côté des G2R, Ben O'Connor est 22e du général désormais, qu'il est le dernier coureur à moins d'une heure de Vingegaard en étant à 53 minutes, et que même Clément Berthet est devant Ben O'Connor au classement, à la 20e place, à 3 quarts d'heure, 46 minutes de Jonas Vingegaard. Le dernier point, c'est sur la chute, la grosse chute du début d'étape qui a mis pas mal de coureurs à terre. On va dire que ça a ralenti ou mis à terre les 2/3 du peloton. Le point sur les abandons du jour. Il y en a eu pas mal d'abandons aujourd'hui. On va faire le point sur les abandons du jour. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandons aujourd'hui, avec donc Ruben Guerrero, James Shaw, Esteban Chavez, Antonio Pedrero, Ramon Sinkeldam, Louis Mentiès et Romain Bardet qui a donc abandonné. Bardet et Mentiès étaient tous les deux dans le top 15 du général au départ de l'étape, et donc ils sont dehors sur chute. Cette étape a laissé beaucoup de traces, et dès le début on a senti que c'était très nerveux sur cette étape. Oui, c'était encore une fois un début hyper mouvementé. On savait qu'il allait y avoir une échappée qui voulait se former, qu'il y avait énormément de clients. Ça montait, ça descendait. Il y avait même un petit peu d'humidité, parce que je crois qu'il a plu au départ dans la matinée à Annemasse. Il pleuvait au départ aussi à Morzine, mais finalement ça a terminé sous le soleil. Mais la route était humide dès le départ à Annemasse. Ça a piégé une énorme partie du peloton. C'était après 3, 4, 5 kilomètres après le départ. Ouais, donc en fait, la chute est intervenue, on va dire, après 6-7 kilomètres de course, ça a mis pas mal de gars à terre, et puis, en fait, après, il y a eu cette chute, tout de suite, la course a été neutralisée par la direction et par Christian Prudhomme qui a tout de suite dit, on arrête. Les coureurs se sont retrouvés après, 7 kilomètres et demi, sur un pont, on va dire, ils se sont tous mis à l'arrêt, et puis, ensuite, on a eu une demi-heure de pause, donc, pour cette étape-là. Ça a peut-être impacté un petit peu le début de course, parce que, alors, au moment où la course s'est arrêtée, il n'y avait pas d'échappée. C'est justement pour ça que la décision était plus facile à prendre. C'est que, justement, il n'y avait pas d'échelons différents au niveau de la course. Donc, toutes les voitures étaient regroupées. Ça a permis aux ambulances d'intervenir assez rapidement. Mais ce redépart à froid, ça a peut-être pénalisé certains coureurs, surtout qu'on entamait directement par une bosse, le col de Saxel, je crois, ou col de Saxel, c'est ça. Le col de Saxel, exactement, qui est un faux plat montant pour le Tour de France, mais est un vrai col pour les cyclos. Bonjour aux cyclos de l'étape du Tour. Et en fait, l'échappée est partie assez rapidement. En tout cas, le groupe qui a composé l'échappée pendant une certaine partie de l'étape est parti assez rapidement. Il n'y a pas eu énormément de clients, peut-être une trentaine, une quarantaine, mais ça a été souvent les mêmes. Chicone souvent à l'attaque, Thibaut Pinot qui s'y est présenté aussi, Michael Woods, tout à fait, pas mal de coureurs Movistar, malgré les pertes de 2 coureurs aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a eu 2 abandons pour Movistar, ils étaient quand même pas mal à l'avant avec Jorgensen encore une fois. Mais cette échappée est partie, mais en fait elle est partie pour rien finalement, quasiment, parce que elle a pris 30, 40, 50 secondes. En tout cas, la chute a pas qu'à couper les ambitions de la Jumbo, parce que je pense qu'ils étaient partis avec la volonté de rouler fort, et une fois que la course est repartie, ils ont roulé fort, avec Christophe Laporte notamment. Donc la chute a été évidemment gravissime pour certains coureurs qui ne sont pas repartis, mais je suis pas sûr qu'elle ait changé énormément de choses pour le scénario de l'étape. Ouais, c'est vrai que les Jumbo, ils ont laissé, je crois, au maximum 2 minutes d'écart aux échappés. D'ailleurs, un point aussi sur ceux qui sont tombés, c'est que t'as vu notamment, alors Mentiès, lui, est resté à terre, il est pas reparti. Et t'as Adrien Petit aussi qui était à terre, qui s'est retrouvé avec le cuissard complètement déchiré au niveau de la fesse droite, une grosse entaille. Et Adrien Petit, eh bien, il a terminé dans les délais à 4 minutes près. Aujourd'hui, les délais étaient fixés à 42 minutes et 59 secondes. Et Adrien Petit termine dernier de l'étape
en compagnie de Casboll et Matej Mohoric à 38 minutes 6 secondes du vainqueur du jour Carlos Rodriguez. Donc Adrien Petit, lui, il a quand même réussi à rallier l'arrivée. Quel guerrier que c'est quand même le Bison, parce que là, vu l'entaille qu'il avait, vu les dégâts de la chute, c'était assez impressionnant. Ouais, il aurait mérité son prix du combatif aujourd'hui, parce que quand il est reparti... C'est Joe Ciccone qu'il a eu. Ouais, c'est ça. Et on a vu les médecins, et ils ont mis peut-être 2, 3, 4 minutes à lui emballer la jambe quasiment pendant justement l'interruption de la course pour qu'il puisse repartir. Il s'est un peu testé justement, il était à 500 mètres à peu près de là où le peloton attendait pour repartir. Et justement, ça lui a permis d'un petit peu se dégourdir la jambe, voir un petit peu si ça allait pouvoir passer. Et puis, on l'a dit, cette étape, elle était un peu folle parce que ça montait, ça descendait, il n'y avait pas vraiment de plat. Et c'est reparti d'entrée de jeu avec l'ascension du col de Saxel. Donc évidemment, il s'est retrouvé rapidement lâché. Mais heureusement pour lui, on est très content de savoir qu'il a rallié l'arrivée. Après, maintenant, reste à savoir si ça va aller avec l'addition des nuits, des jours après la chute. Ça va forcément faire, ça va piquer. Mais... On verra ça. Et puis une grosse pensée pour Romain Bardet qui donc a chuté. Alors lui c'était plus tard. Je crois d'ailleurs que c'était dans cette descente du col de Saxel. Ou celle du col de Cou, celle d'après peut-être. Ouais, plutôt ouais, la descente du col du col de Cou. Il y a grosse bagarre. Romain Bardet a apparemment tenté de revenir sur le groupe de devant, le groupe d'échappée. Et puis il a fait un tout droit. On sentait qu'il y avait un protocole commotion qui titubait quand il se relevait, il se sentait pas très bien, et ça fait vraiment peine de voir Romain Bardet quitter le Tour comme ça, après avoir eu quelques jours compliqués ces derniers jours, et l'Auvergnat, il se relèvera, il va aller faire des examens, je pense, au niveau du suivi de protocole commotion avec l'ASM Clermont, comme il a déjà fait dans le passé, donc à voir ce que ça va donner pour Romain Bardet. Allez, le point classement, Mathéo, pour continuer un peu ce podcast, rappeler que la victoire est revenue à Carlos Rodriguez avec 5 secondes d'avance sur Pogačar, Vingegaard 2 et 3. Adam Yates, 4ème de l'étape à 10 secondes. Derrière, Sepp Kuss termine 5ème à 57 secondes. Les écarts, ils étaient là. Hindley, Gall, 6 et 7 à 1,46. Pello Bilbao, 8ème de l'étape à 3,19. Simon Yates, 9ème à 3,21. Guillaume Martin et David Gaudu, 10 et 11 à 6 minutes. Pidcock 12e à 8,40. Beaucoup d'écart au classement général. Vingegaard, reprend 1 seconde sur Pogačar, 10 secondes d'écart au classement général. Carlos Rodriguez monte sur le podium. 3e, il monte sur le podium pour 1 seconde devant Jay Hindley. Adam Yates, 5e du général à 37 secondes de Carlos Rodriguez. L'autre gros saut au niveau du classement général, en tout cas un des deux gros sauts au classement général, c'est Sepp Kuss, 6ème du général désormais à 8,15 de Vingegaard. On a un petit peloton là, ils sont entre 8,15, 8,51, Pello Bilbao 8ème, entre les deux il y a Simon Yates à 8,30, et puis il y a un petit gap après, on va dire de près de 3 minutes entre Bilbao 8ème et Félix Gall 9ème, et Félix Gall lui il gagne 5 places au classement aujourd'hui, avec aussi les abandons de Bardet et Mentiès, la défaillance de Gaudu, Félix Gall qui passe pour 30 secondes devant David Gaudu. Tom Pidcock qui sort du top 10 et désormais 11e du général à 14 minutes. Guillaume Martin 12e du général à 17 minutes, et puis ensuite à plus de 20 minutes Emmanuel Bourman, Thibaut Pinot 13-14, Mikel Landa 15e. Classement du maillot vert, ça ne change pas. Philipsen devant Pedersen, Coquard et Tadej Pogačar qui remonte et qui passe devant Wout van Aert à la 4ème place du classement par points. Il revient à 50 points de Pedersen. En cas d'abandon de Philipsen, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Meilleur grimpeur désormais de ce Tour de France, c'est Jonas Vingegaard qui prend le maillot à poids, mais égalité de points avec Nelson Poles. Nelson Poles qui portera le maillot à poids demain. Tadej Pogačar 3ème de ce classement de la montagne à 6 points de Vingegaard et Poles. Ciccone 4ème de ce classement à 12 points des deux. Meilleur jeune, forcément Tadej Pogačar pour 4 minutes 33 devant Carlos Rodriguez, Derrière vous avez Félix Gall, Pidcock et Burgodo, et la meilleure équipe c'est toujours Ineos, meilleure équipe devant Jumbo-Visma et UAE. Voilà, ça c'est pour les classements. Demain, comme d'habitude, alors que la pluie, je suis dehors, ça tombe, la pluie qui tombe, vas-y Mathéo. Ouais, une petite remarque au classement général, on a parlé donc de Rodriguez, prend la place sur le podium à Hindley, et qu'on a vu 3-4 heures après ça c'était plutôt 3 heures après la chute du début d'étape, qui avait le cuissard déchiré Jay Hindley.
Oui, il était pris dans la chute du jour. Plan qu'on a su qu'il était pris dans la chute. En tout cas, moi personnellement, j'avais pas du tout compris que Hindley avait été pris dans la chute du début d'étape, et c'est en partie peut-être ça qui a pu le perturber dans l'ascension de Jouplan. Donc à surveiller pour les jours aussi à venir. Mauvaise opération pour Hindley, et peut-être pour le futur ça pourrait être compliqué avec cette. Et les Bora Hansgrohe avaient annoncé sur leurs réseaux sociaux que Jay Hindley avait été pris justement dans cette chute, et donc on a vu que ça a peut-être un peu joué dans cette étape-là. Jay Hindley qui a craqué dans le col de Jouplan. Demain, allez, j'ai tourné les pages, 180 bornes, allez 179, mais avec le fictif ça fera un peu plus de 180 entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc, une arrivée au sommet demain avec entre-temps, allez, on va dire pratiquement une première moitié d'étape pas plate du tout, mais sans ascension répertoriée. À la moitié de l'étape, on aura le col de la Forclaz de Montmain avec juste avant le sprint intermédiaire à Bluffy, et puis ensuite on va enchaîner le col de la Croix-Frie, le col des Aravis, la redescente avec vers Megève, la redescente, et ensuite on va redescendre vers Domancy pour aller chercher la montée finale Saint-Gervais-Mont-Blanc, 7 bornes à 7,7% de moyenne. Le profil, j'ai encore tourné les pages Mathéo pour le profil de cette ascension finale de Saint-Gervais-Mont-Blanc, avec une première partie d'ascension terrible avec la côte des Amerans, où il y aura, il me semble, c'est ça, une ascension répertoriée en deuxième catégorie. C'est 2,7 km à 11% de moyenne, des pourcentages terribles avec des passages à 17%, une petite redescente vers Saint-Gervais-les-Bains, et puis le début de la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc, en tout cas avec les 2 derniers kilomètres à 10%, 9-10% de moyenne. C'était en 2017 il me semble, Mathéo, qu'on a eu cette ascension. 2016 C'est l'année où Bardet termine deuxième, en effet, c'est là où il fait un peu son putsch pour renverser le Tour de France dans la descente de Megève à Domancy, qui était très humide, il pleuvait. Chris Froome était tombé avec Michael Chirel, et il était parti avec Michael Chirel. Il n'avait pas respecté les consignes de l'équipage G2R, mais ils étaient partis tous les deux. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de vallées, on le voit sur le roadbook, il y a peut-être 2-3 km à peine de vallée entre le bas de la côte de Domancy et le pied de la côte des Amerans. Ça peut en effet sourire à une personne qui se ferait la belle un peu dans la descente, sachant que sur la deuxième moitié de parcours, il n'y a pas vraiment de vallée sur cette étape. Exactement. Une fois qu'on a présenté le profil, ton pronostic? C'est très compliqué. Je n'arrive pas à savoir si ça va être encore une fois contrôlé par Jumbo ou UAE. Si on regarde la semaine dernière, on pouvait s'attendre à ce que Jumbo contrôle l'étape du Puy-de-Dôme. Finalement, ils ont laissé filer une échappée. Hier, on s'était dit que UAE contrôlerait pour le Grand Colombier. Finalement, une échappée à gagner. C'est très compliqué. Je pense que on a tous envie de revoir encore un énorme duel entre les deux. Pourquoi pas à partir dès le col de la Croix-Frie, où ça se tire un peu dans les pattes, et puis avec cette vallée, cette descente vers Megève qui est toujours un peu compliquée. Si jamais il y avait une échappée, je pense que Ciccone sera encore à l'avant, parce que il a peut-être pris un petit ascendant psychologique sur Paules pour le maillot à pois. Après, est-ce qu'il peut aller jusqu'à gagner l'étape, je sais pas. Les coureurs sont tellement fatigués, je pense, surtout avec l'étape d'aujourd'hui. Fin de deuxième semaine. Ouais, fin de deuxième semaine, et puis avec ce rythme mis aujourd'hui toute la journée. Peut-être aussi que c'était une stratégie de Jumbo pour l'étape de demain, d'user énormément, d'essorer le peloton sur l'étape 14, pour peut-être sur l'étape 15 en profiter et faire la même chose. Et là, peut-être que dès la première moitié d'étape, ça va exploser dans tous les sens. C'est peut-être un objectif aussi. On sait que Vingegaard, évidemment, répond bien à la répétition des efforts. Très compliqué. Très compliqué. Ouais, très compliqué. Tu peux m'aider pour trouver un pronostic. Bah écoute, moi je vais te dire Pogacar. Pourquoi? Pour se venger de l'épisode des motos. Je pense que ça peut être ça. Alors après, je te dis ça vraiment instinctivement et sans vraiment trop réfléchir, mais l'orgueil du champion est là. Il a vu qu'il était capable de reprendre du temps. Après, est-ce que les Jumbo vont être aussi enclins à rouler toute la journée comme ils l'ont fait aujourd'hui, et après avoir vu ce qui s'est passé dans Jouplan, c'est-à-dire avec un Pogacar au niveau, ou est-ce qu'ils vont continuer leur essorage? Il y a toujours 10 secondes au classement général. On en revient en fait à la même situation que ce matin.
Et ben peut-être qu'ils vont réappliquer la même tactique, là avec cette fois-ci une ascension au sommet. Donc peut-être qu'il y aura cette fois-ci une offensive de Vingegaard un peu plus loin pour user Pogačar, parce que pour l'instant Vingegaard reste plutôt dans la roue de Pogačar et il attaque peu. Il attaque très peu. Donc voilà, mais je vois plutôt Pogačar, on va dire comme au Grand Colombier, on va dire un peu la tactique du Grand Colombier, mais avec cette fois-ci les deux déglingos qui vont se jouer la victoire d'étape. Et on va dire Tadej Pogačar encore une fois, mais plus par rapport à un sentiment de revanche par rapport à aujourd'hui, plus que sur un sentiment que l'un est plus fort que l'autre, à l'orgueil. Voilà, plus à l'orgueil. Bon, Matteo, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, Matteo Rondo, journaliste en herbe. Bah, tu seras très bientôt dans une confrérie des journalistes, Matteo. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, spécialiste cyclisme. Et puis merci d'avoir été avec moi. On va se retrouver très bientôt. Voilà, t'étais déjà venu dans Vélo Podcast à l'époque. On faisait le vélo show. Rappelle-toi les quiz, notamment pendant le confinement. C'est ça. Ça avait été très sympa. On en refera d'autres plus tard. T'inquiète pas. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. J'attends ça depuis des années. Tu vas encore gagner les quiz. Hein. Bon, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi, Mathéo. Merci à vous encore, auditeurs, auditrices de Vélo Podcast, de nous suivre toujours aussi nombreux. Les chiffres explosent pendant ce Tour de France. On va continuer à faire un débrief d'étape chaque soir d'étape. Ça va continuer jusqu'à Paris. On en refera encore un peu pendant le Tour de France Femmes. Et puis le Tour de France Femmes, ça va arriver peut-être aussi un peu plus tôt que prévu pour la présentation à suivre dès la semaine prochaine, dans les prochains jours, avec ce Tour de France Hommes qui nous tient en haleine en tout cas, et qui va nous tenir en haleine jusqu'à Paris. Gros suspense. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez le matin d'étape, demain 15e étape donc vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ciao.